pour attaquer ce speed dating, on a eu l'idée donc de réunir le cercle Montesquieu a eu l'idée donc de réunir directeurs juridiques et avocats. Ils sont séparés d'ailleurs. Moi, je suis au milieu. C'est un hasard. C'est un pur hasard. Oui. Anarche. Que dis-je? Voilà. Et alors, vous revenez pas, en fait. Vous êtes comme Eric, comme a dit Bâtonnier Hoffman, ils partent, ils ne reviennent pas. Est-ce que vous... J'ai eu un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé à 25 ans dans l'industrie et j'étais avocat pendant 3 ans. Et je suis revenu dans l'industrie. D'accord. Donc vous êtes quand même... vous avez fait des passages. Est-ce que vous reviendriez avocat? Ça peut être intéressant d'avoir... Qu'est-ce qui fait ces ponts? Qu'est-ce qui se nourrit l'un de l'autre? Justement, j'avais vraiment envie de passer de l'autre côté du miroir. J'avais reçu des appels du pied de certains cabinets et j'avais vraiment envie de tenter l'aventure pour voir ce que c'était. Et bon, j'étais en conseil, pas en contentieux. Ce sont 2 métiers complètement différents en réalité, et ça j'ai vraiment mesuré. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais moi personnellement, l'industrie me plaît beaucoup plus. Mais ça, on pourra expliquer les raisons. Notamment parce qu'on accompagne un projet dans la durée, et c'est vraiment ça que j'apprécie dans mon rôle actuel. Parce que l'avocat n'accompagne pas le projet dans la durée? Il n'accompagne pas un projet d'entreprise, une stratégie. Non, bien sûr, il a une diversité, et c'est aussi ça l'intérêt du métier d'avocat, c'est la diversité des clients, la diversité des sujets auxquels il est confronté. En revanche, voilà, il accompagne ponctuellement un client sur un sujet, mais il n'est pas, voilà, il n'a pas forcément l'avant, il n'a pas forcément l'après. Ça peut très très bien lancer le débat. Et là, du coup, je me tourne vers les avocats. Vous ne vous sentez pas comme co-stratège d'un projet d'entreprise? Oui, je croyais qu'on l'était. Je découvre que c'est peut-être pas le cas. Je voulais juste dire, en voyant, parce que c'est inspiré, je pense, de Roy Lichtenstein, la petite figure là du couple avocat directeur juridique. Je suppose que c'est ça qui et ça me faisait penser à l'idée en fait que peut-être les directeurs juridiques sont des polyamoureux, puisque je reprends le speed dating du bâtonnier, et je me dis que finalement peut-être que les règles, on va dire les dogmes de fidélité qui pouvaient exister il y a quelques années se sont maintenant un petit peu remis en cause par la volonté effectivement de remettre parfois en ballottage souvent certaines missions, y compris les missions stratégiques, et ce qui fait que forcément quand vous avez de multiples intervenants, il y a peut-être moins d'ancrage du coup dans la société. Ce que nous on essaye de faire évidemment, c'est que le partenariat soit fidèle, inscrit dans la durée, et que ce ne soit pas des... je vais retenir mon expression qui serait peut-être incorrecte, mais des événements isolés, mais que ce soit plutôt des relations fondées sur la confiance, la loyauté, la fidélité, et parfois même l'amitié, pourquoi pas, parce que je pense que le client finalement en bénéficie quand il y a une relation aussi forte que ça. Et voilà, je regrette parfois qu'effectivement ce soit pas toujours le cas. Et Éric Morin, en fait, le débat a été directement lancé, donc du coup j'ai envie de vous présenter par ordre d'entrée en scène. Peut-être je vais laisser vous présenter, madame, et vous laisser vous présenter, c'est peut-être encore la meilleure manière, puisque vous avez fait ce double parcours, de laisser vous présenter donc votre entreprise. Alors, je suis donc Delphine Jacquemont, je suis directrice juridique du groupe Mersenne depuis 5 ans. Mersenne est un groupe français, industriel, B2B. Il fabrique des produits très techno. On est présent dans 33 pays. On a une 50aine d'usines dans le monde, 7500 salariés. On a fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société cotée. Nous sommes au SBS. Est-ce que vous diriez, quand vous donnez tous ces chiffres, je trouve ça très impressionnant, est-ce que vous diriez que c'est une responsabilité que l'avocat n'a pas?
d'avoir la direction juridique d'une entreprise qui a ce nombre de salariés, ce chiffre d'affaires, etc. Parce qu'à la limite, l'avocat, vous allez dire coup d'un soir tout à l'heure. J'allais dire. J'étais sûr. Oui, mais il n'a pas la même responsabilité. Non, mais c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure dans mon propos peut-être un peu lapidaire. Je suis tout à fait contraire. On en parlera tout à l'heure, mais nouer une relation de confiance avec les avocats, c'est juste essentiel. Simplement, effectivement, l'avocat nous accompagne sur des sujets bien identifiés, alors, là où le directeur juridique a la vision globale, transverse, et a son mot à dire sur la stratégie du groupe. Je suis, comme de plus en plus de directeurs juridiques, membre du COMEX, donc à ce titre, voilà, j'interviens dans le processus de décision sur tous les sujets impactants pour l'entreprise. Là où l'avocat intervient plus sur des sujets spécifiques. Et Monsieur Bosco, vous alliez intervenir. Donc, vous êtes associé fondateur. Jacques Bouissou, associé fondateur du cabinet Alerion, cabinet français indépendant. Je suis un avocat de contentieux. Je suis à la tête du Litigation Committee de l'International Bar Association et je suis aussi l'ancien secrétaire général de Paris Place de Droit. Mes trois qualités qui font que je pense que j'ai une assez bonne vision du sujet, notamment à travers Paris Place de Droit, où la vocation de Paris Place de Droit depuis le début, avec le soutien constant et très, très enthousiaste et engagé du Cercle Montesquieu, c'est de désiloter le monde du droit, de casser ces groupes familiaux, le barreau, les directeurs juridiques, les juges, les universitaires. On est vraiment une grande communauté du droit. Donc ce qu'a dit le bâtonnier tout à l'heure est vraiment très très juste et nous sommes au cœur de ce débat-là. Mais pour répondre à votre question, nous avons une responsabilité différente de celle des directeurs juridiques, évidemment, et c'est une responsabilité qui s'inscrit aussi dans quelque chose, un point de votre discours sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Si je veux. Mais c'est fait pour. Qui est le fait que les avocats gèrent des projets avec leurs clients. Et comme l'a dit Eric, on s'inscrit vraiment dans on a la volonté en tout cas de s'inscrire dans un vrai partenariat avec nos clients. Et que l'on soit au conseil comme au contentieux, mes associés qui font des fusions-acquisitions, par exemple, ils gèrent un dossier en partenariat avec le client. Moi, je gère des gros contentieux, je les gère en partenariat avec le client. Et c'est vraiment un projet, parce que et je pense que la dimension projet est importante pour nos clients, parce que, c'est un des sujets, j'imagine, de notre table ronde, mais un des critères de choix de l'avocat dans une entreprise, c'est la prévisibilité. Et donc, on doit travailler en mode projet, parce qu'on doit donner une prévisibilité sur le budget, sur la durée d'un dossier, ce qui est souvent un défi, notamment en contentieux, on ne maîtrise pas tout, mais on a donné un maximum d'éléments. Donc je crois qu'on est vraiment on travaille vraiment dans un mode projet. C'est vraiment une ambition. Mais c'est peut-être pas le même projet. Alors, on n'a pas la même fin. J'ai posé la question excusez-moi, à Éric Morin, qui n'a pas encore pris la parole, qui est membre, qui est étonnant. Mais je voulais dire une bêtise, donc là, chacun son tour. Donc Éric Morin, qui est ancien avocat pénaliste, et qui est aujourd'hui membre du COMEX et directeur juridique, RSE, compliance, tout ça, du groupe Altitude. Arche. Voilà. Et Éric Morin, est-ce que vous avez cette même appréhension de la stratégie quand vous étiez avocat, parce que la stratégie, vous étiez avocat pénaliste, mais vous faisiez aussi beaucoup de pénal des affaires. La stratégie, il y en a quand même, le métier d'avocat, mais c'est pas la même, non? Non, je crois que c'est très très différent. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir en venant de la Touraine professionnelle dans laquelle aujourd'hui j'exerce. Quand j'étais avocat, comme le sont mes anciens confrères, on était très heureux et on était très appétants de rentrer des nouveaux clients, et notamment des grandes entreprises. Et quand on devenait l'avocat de Total, l'avocat de la RED, l'avocat d'un grand groupe immobilier, on était très contents. On se disait, ça y est, je suis l'avocat de ces entreprises. Et j'ai découvert, puisque j'ai la chance aujourd'hui de travailler
dans ce groupe qui est le numéro 1 de l'immobilier, avec des marques notoires que vous connaissez, comme Century 21, La Forêt, Guy Hockey, Cynthia. J'étais déjà l'avocat de ce groupe avant. Et je pensais le connaître. Et en réalité, il y a une profonde méconnaissance des avocats, du monde de l'entreprise. Je me disais de faire le parallèle avec une réforme post-Outreau, en 2007, où un garde des Sceaux qu'on a oublié, qui s'appelait Pascal Clément, avait porté une réforme qui imposait aux élèves de l'ENM un stage en cabinet d'avocat de 6 mois. Le traumatisme post-Outreau disait qu'il y avait une sorte d'incompréhension totale, que la magistrature peut-être s'était un petit peu dévoyée, et qu'il fallait rapprocher les deux professions, prestataires. On n'est pas des prestataires des magistrats, mais en tout cas, l'idée c'était d'être partenaires. Et pendant 10 ans, ça a été réformé en 2017, pendant 10 ans, les élèves de l'ENM, sur 2 années de formation, passaient 6 mois en cabinet d'avocat. Aujourd'hui, ces 6 mois seront devenus 3 mois. Avant cette réforme, c'était 2 semaines. C'est-à-dire que les partenaires qu'allaient être les avocats, les partenaires des magistrats qu'allaient être les avocats, ils ne se connaissaient pas. Et j'ai eu la chance d'avoir des stagiaires ENM, 2 ou 3 par an, qui venaient avec plein d'idées préconçues liées aussi à leur jeunesse, mais aussi liées au fait qu'ils avaient choisi l'ENM, ils voulaient devenir magistrats, et ils ne connaissaient pas le monde des avocats. Et au bout de 6 mois, je sais que dans la salle, il y en a aussi qui en ont accueilli, ils en sortaient changés, pas changés personnellement, mais changés dans l'idée que je comprends comment fonctionne un cabinet d'avocats. Moi, je fais exactement le même parallèle entre les avocats et le monde de l'entreprise. Un partenaire, c'est quelqu'un qui met le maillot, qui descend sur le stade et qui vient jouer avec nous. C'est pas un sponsor, c'est pas quelqu'un qui reste dans son cabinet, c'est quelqu'un qui vient dans l'entreprise. Alors, je ne vais pas demander et je ne vais pas souhaiter que nos avocats viennent passer 6 mois en stage dans les entreprises, mais l'idée, elle est quand même là. C'est-à-dire que moi, les avocats avec lesquels je travaille maintenant, ce sont des avocats qui viennent à Tours, c'est 59 minutes si vous prenez le bon TGV, c'est pas si loin que ça, qui vient sortir de son cabinet, qui vient pas comme à la papa en disant « je ne reçois qu'à mon cabinet, c'est comme ça et pas autrement », et qui vient voir les équipes, qui vient pas jouer juste au golf ou au déjeuner avec le président, qui vient pas juste assister à un COMEX et maintenant je m'en vais. Oh, c'est un peu vieux cette vision. Eh ben non. Non. Ça n'est pas si vieux que ça. Alors je dis pas que c'est tout le monde, mais c'est quelqu'un qui vient dans l'entreprise. Et que l'avocat avec qui on converse que par mail, que par call, que par visio, aujourd'hui c'est pas l'avocat que l'entreprise souhaite. Il faut que l'avocat vienne voir comment ça marche. Ne serait-ce que parce que les dirigeants y passent, mais que les équipes, le plus souvent, elles restent. Et que si les équipes, elles voient de visu l'avocat, elles ont envie de continuer à travailler avec cet avocat, avec ce cabinet, et c'est quand même ce que souhaitent les cabinets d'avocats. Mais alors, ça veut dire quoi, cette connaissance de l'entreprise? Mais la question s'adresse aussi à la salle, hein, n'hésitez pas à réagir. C'est un speed dating, donc voilà. Il y a une question. Ben voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de passer des micros? Non? Oui, bonjour à tous. Floriane Codvel, je voudrais réagir au dernier propos. Je suis avocat et personnellement, j'adore me déplacer chez le client, notamment parce que j'interviens en matière de contrefaçon. Donc c'est toujours très intéressant pour moi d'aller voir les usines, d'aller voir les équipes, de comprendre. Pour autant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut ennuyer nos clients quand on leur propose de venir. Ils n'ont plus nécessairement l'envie ni le temps de nous recevoir. Peut-être qu'ils ont peur, on leur facture également le temps de notre... Certainement. Mais ça se discute, on ne facture pas toujours, et d'ailleurs très peu, quand il s'agit de venir voir le client. Donc peut-être que vous avez le sentiment qu'on ne se déplace pas assez, mais nous, on peut aussi avoir le sentiment de ne pas suffisamment être reçu, voire même invité, parce que quand on le propose, on peut parfois être pris de haut, presque. Martial, vous n'êtes pas encore intervenu. Je vous présente pas quand même les invitations. Je ne sais pas si ça marche. Il y a des invitations qui peuvent coûter cher en plus. Oui. Faire attention. Non, moi, je crois qu'il y a 2-3 sujets on tourne autour depuis tout à l'heure, mais je vais être un peu provocant. Il y a différence entre un avocat et un juriste d'entreprise, ou le directeur juridique d'une entreprise. On a un peu effleuré avec Delphine tout à l'heure. C'est que le directeur juridique, il engage sa responsabilité à l'égard de ses patrons. Quand vous faites du contentieux, quand vous faites un dossier un peu sensible, y compris en M&A,
c'est vous qui choisissez l'avocat. Oui. Mais si vous vous plantez, si l'avocat se plante, c'est vous qui allez rendre des comptes devant votre management, c'est pas l'avocat. Et moi, je fais beaucoup de contentieux économiques, c'est une de mes spécialités, donc je travaille toujours avec quasiment avec les mêmes avocats, sauf en ce moment parce qu'ils sont un peu conflictés. J'ai changé de marché il n'y a pas longtemps, mais j'ai coutume de leur dire, c'est si on perd ce dossier, c'était le cas chez Direct Énergie, où chaque contentieux économique que l'on menait contre l'État, contre nos concurrents, notamment EDF et Engie et leurs filiales, chaque contentieux pouvait être létal pour l'entreprise. Ce que je leur disais, c'est que si on perd, potentiellement, moi je perds mon job. Vous allez juste perdre un dossier, peut-être un client, mais moi je perds mon job. Et ça, je crois qu'il faut que l'avocat s'approprie aussi cette dimension de responsabilité. Pour avoir l'ambition, et moi j'adhère à ça, avoir l'ambition d'être un partenaire du directeur juridique, il faut déjà que l'avocat comprenne ça. Deuxième sujet, moi je suis pour que les avocats viennent nous voir, mais c'est pas juste venir voir le directeur juridique. Et là c'est une question que je pose au directeur juridique. Combien de directeurs juridiques ouvrent les portes de l'entreprise réellement? Moi, quand on faisait du contentieux économique, j'avais des séquences avec un de mes directeurs généraux, et mon directeur financier et le directeur marketing et commercial de la boîte et mes avocats pour que mes avocats s'approprient totalement la stratégie de l'entreprise. Totalement. C'est-à-dire qu'ils avaient la même connaissance que moi en temps réel de la stratégie de développement marketing et commercial et financière de l'entreprise. Et il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre mes avocats et moi. C'est ça, être un partenaire. Mais il faut que les directeurs juridiques acceptent d'ouvrir un peu leur chakra, d'ouvrir un peu les portes et ne pas se contenter d'être le seul interlocuteur. Et en même temps, je pense que ça fera du bien à beaucoup de directeurs juridiques de s'approprier aussi la stratégie marketing. C'est aussi un excellent prétexte pour aller chercher l'information auprès de nos collègues des COMEX pour dire j'ai besoin de réfléchir avec toi et mes avocats. Vous allez voir, généralement, c'est plutôt bien reçu en interne de l'entreprise et ça fait grandir tout le monde, y compris les avocats. Oui, tout à fait. Mais vous venez d'aborder un sujet que je trouve assez intéressant, notamment sur le thème de cette table ronde sur le speed dating, c'est comment se vendre, d'abord se vendre, acheter, on pourra discuter du terme, mais vous avez abordé le terme de la responsabilité du directeur juridique, en disant, en gros, à l'avocat, si on perd, bon, bah, tu perds, moi c'est mon boulot, je perds. Est-ce que ça ne fait pas des directeurs juridiques des gens qui vont prendre ceinture et bretelles en disant, ben, je vais prendre un cabinet qui a pignon sur rue, je ne vais pas aller m'aventurer sur quelqu'un que je ne connais pas, ou je peux le connaître, mais qui n'est pas connu des membres du COMEX, et alors là, du coup, il va être connu, et au moins, j'ai cette assurance-là. Déjà, regardez, quand même, j'ai pris quelqu'un qui était connu, c'est pas de ma faute s'ils ont échoué. Oui, je crois que vous avez raison, Valérie. Je crois que c'est vrai. En fait, il y a effectivement ce risque-là, mais le directeur juridique va parfois chercher dans les enjeux qui sont des enjeux pour l'entreprise. Tous les dossiers ne sont pas des enjeux d'entreprise systématiquement. Dans ces cas-là, je pense que le nom, la marque, la réputation, le track record du cabinet d'avocats va jouer un rôle et ça avantage forcément les grands noms, les grandes marques. Bon, Gérard Lundi-Lamennais, ça se passe bien. Contentieux, il y a évidemment un aléa judiciaire bien plus important, mais au moins on peut revenir devant son président et je pense lui dire bon, j'ai choisi les meilleurs, j'ai choisi parmi les meilleurs, et là ce sera quand même difficile à ce moment-là, me semble-t-il, de faire le reproche au directeur juridique. Donc oui, il y a quand même, je pense, un avantage pour ces grands dossiers à la notoriété, ça fait pas tout, et pas simplement à la marque du cabinet, mais au nom de la personne, parce que non, les directeurs juridiques maintenant, vont vers des personnes et pas seulement des marques. On n'a pas, là c'est vraiment sur le contentieux, mais ça je pense qu'il y a quelque chose qui est ontologique à vos relations, c'est sur le contentieux, on va choisir la personne, ça reste un rapport unipersonnel. Peut-être que sur des deals, des gros deals, on va choisir une marque, mais sur du contentieux, on choisira quelqu'un. Enfin, pour moi, ça me semble évident. Éric Morin, vous vouliez réagir, non? Oui, l'idée, c'est quand même, avant d'aller chercher quelqu'un de loyal, de confiance, etc., pour reprendre, voire même l'amitié, ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, je viens chercher de la compétence. Depuis que je suis arrivé dans ce groupe, j'ai 5 nouveaux avocats qui ont rejoint notre panel, qui étaient nos adversaires, et que j'ai trouvé tellement bons qu'une fois que soit ça s'est terminé bien pour nous ou mal pour nous, mais qui étaient bons, qui sont devenus nos avocats. Les règles, évidemment,
conflits d'intérêts qui peuvent exister. Ça signifie que c'est d'abord cette compétence-là qu'on vient chercher. Le nom, quand on travaille dans une entreprise qui rayonne sur toute la France, je n'ai pas envie d'aller chercher un avocat parisien pour plaider devant le tribunal de commerce de Montauban. Maintenant, il va falloir que je trouve un avocat compétent devant le tribunal de commerce de Montauban. Et je pensais pouvoir faire un maillage par tribunaux, comme m'avait demandé mon président. Aujourd'hui, je fais un maillage par cour d'appel, parce que, sincèrement, cette particularité-là de l'entreprise, quand vous allez dans des ressorts qui sont plus étroits que Nanterre, Versailles et Paris, et évidemment les grandes métropoles, eh bien, vous peinez à trouver des avocats compétents. Et vous ne pouvez pas toujours sortir la carte parisienne, d'abord parce que l'enjeu du litige va être sans commune mesure avec des honoraires de cabinet d'avocats parisiens, et puis ensuite parce que vous avez des compétences, mais il faut aller les chercher, il faut avoir ce maillage territorial. Et puis une connaissance du terrain. Oui. Et là, on aborde donc l'autre partie que je trouve extrêmement intéressante, parce que de ce côté-là de la table, du côté des directeurs juridiques, en fait, ah oui, mais il faut que l'avocat connaisse l'entreprise. Ok, mais qu'il la connaisse comment? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il faut qu'il connaisse le secteur, que ce soit un spécialiste de vos modèles électriques très perfectionnés, je pense que c'est pas un ingénieur. On l'a vu dans des grands dossiers d'ailleurs, comme Airbus, etc. Je pense à des grands dossiers comme ça, où c'était pas forcément des spécialistes de l'aéronautique. Hein. Oui, peut-être c'était chez vous d'ailleurs. Oui, non, mais justement, juste pour dire qu'effectivement, nous, tous nos avocats, tous sans exception, doivent avoir une spécialité industrie, sectorielle. Et autrement, évidemment, c'est plus du tout praticable. Aujourd'hui, la première des préoccupations, enfin, les directeurs juridiques sont là dans la salle pour confirmer, mais c'est qu'évidemment, ils connaissent notre industrie. Si vous avez un deal dans la santé, entre deux labos pharma, entre deux boîtes de biotech, sur les dispositifs pharmaceutiques, etc., il ne suffit pas juste d'être un expert régulatory et puis de faire avec. Non, il faut que l'avocat M&A qui fait le deal, qui fait le contrat, connaisse parfaitement les enjeux du secteur. Pour le MNMO, et pour tous les dossiers. Tous les dossiers. Ça, c'est répondre pour le contentieux. Absolument. Ça s'impose encore plus pour le contentieux, ou dans des contentieux complexes, on doit impérativement connaître le secteur d'activité, les besoins du client, les spécificités du dossier, et au-delà de la connaissance sectorielle, je rejoins ce que vient de dire Eric, il y a aussi la connaissance humaine. Ce n'est pas la même chose de travailler avec une boîte d'ingénieurs où tout le monde est polytechnicien, ou de travailler avec un établissement financier. La façon de gérer le dossier ne sera pas la même. Les techniciens aussi. Oui, mais c'est dans l'industrie, quand on est sur un gros projet industriel, où on a des gens qui ont travaillé pendant des années, ils connaissent très très bien le projet, ce sont des gens qui gèrent le dossier quotidiennement, c'est des contentieux où c'est parfois extrêmement violent avec des échanges quotidiens sur des chantiers. Et donc il est impératif de connaître les gens, il faut connaître tous les acteurs du dossier, de tous les ingénieurs qui gèrent le dossier sur place, jusqu'au directeur juridique, en haut de la pyramide décisionnelle. La connaissance humaine est vraiment très importante. Il y a les deux, à mon avis, il y a la connaissance sectorielle et la connaissance humaine qui sont aussi importantes. Parce qu'une entreprise, c'est des hommes et des femmes avant tout. Bien sûr, Madame Jacquemont, vous vouliez réagir, mais quant à la connaissance humaine, je complète à ce que disait Éric Morin aussi, c'est aussi la connaissance des magistrats. Hein, je veux dire, savoir comment un président de chambre réagit à telle ou telle chose, voilà, c'est important. Et puis on peut pas. Enfin, Madame Jacquemont. Oui, non, je partage ce qui a été dit. Connaissance sectorielle, c'est très important. C'est vrai que je suis toujours étonnée quand certains cabinets n'ont pas cette segmentation sectorielle, ça me paraît important. On n'attend pas non plus des techniciens qui connaissent parfaitement les produits, sauf peut-être dans certains domaines très techniques comme l'IP. Enfin, ça reste sur des sujets très, très spécifiques. Je suis également d'accord sur la bonne compréhension de la culture. Enfin, au-delà de l'humain, il y a toute la culture d'entreprise. Et on revient à la stratégie aussi. S'approprier la stratégie, parce que c'est Martial, hein, l'avocat doit, pour accompagner sur un dossier contentieux, sur un dossier M&A, connaître la stratégie aussi, enfin comprendre et s'approprier la stratégie aussi bien que peut le faire le directeur juridique. Ça me paraît essentiel. Encore une fois, n'hésitez pas. Merci. Merci. Je vais peut-être laisser la Ah, et monsieur aussi. Alors, juste très
très rapidement, c'est peut-être là justement où les avocats et les directeurs juridiques doivent être partenaires. Parce qu'en tant qu'avocat, on ne peut pas avoir une connaissance aussi approfondie que vous de l'industrie, du produit. Encore une fois, moi j'interviens en contrefaçon et dans des domaines qui peuvent être la méca ou la chimie, où je ne peux pas me spécialiser dans tous ces domaines. Mais quand on a une très bonne communication avec le directeur juridique, qu'on sait ce qu'il veut, on sait ce qu'il veut aller, on échange sur tout ça. Et la connaissance, on finit par l'acquérir. Et en ça, on est de vrais partenaires plus qu'un prestataire. Mais ça nécessite une vraie communication et la création... Et de part et d'autre, on va y revenir. Monsieur, vous vouliez réagir? Oui, merci. Donc, je me présente à la je suis directeur juridique d'une société de crypto, et j'ai longtemps travaillé dans des grosses sociétés américaines. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur... Mettez bien votre micro devant votre bouche, monsieur, sinon on ne vous entend pas. Allô? Vous m'entendez? Allô? Ok, oui. Okay. Je travaillais dans des grosses sociétés américaines, et j'ai très longtemps été l'interlocuteur du Général Conseil US et avec ses gros cabinets d'avocats. Alors, première chose, on ne choisit pas en France notre cabinet d'avocats. C'est généralement le Général Conseil US qui nous impose son cabinet et qui est tout le temps un cabinet américain. Tout le temps, ça c'est clair. Deuxième chose, la relation avec le cabinet américain est très très bizarre parce qu'en fait le cabinet américain est souvent choisi par le Général Conseil pour valider ce qu'on va donner comme conseil à notre management. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont aucune confiance aux avocats locaux. Ils sont vraiment dans leur truc. Je pense que les cabinets anglo-saxons sont meilleurs, donc je veux avoir la confirmation que mon cabinet américain me dise la même chose que vous. Généralement, il a une facture à peu près de 900 000 €, il est très content, il la paye tout de suite, mais il a exactement la même chose, sauf que moi je fais ça en 2 pages, eux ils font ça en 40 pages, mais ça dit le même blague. Justifié. Voilà, exactement. Deuxième chose qui est important, moi, quand on m'avait demandé de faire des opérations de fusion-acquisition, je leur ai dit, oh là 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 là, je prends tout de suite un cabinet américain. Pourquoi? Parce que le cabinet américain, il va me protéger. Si je prends le cabinet qu'ils ont l'habitude de prendre et qui sait travailler avec eux, ben, je ne vais pas me gêner, je ne vais pas aller faire le guignol et essayer de trouver un cabinet français que personne ne connaît sur la place. Donc, les relations avec les cabinets américains, c'est aussi, et pour moi, un moyen de me sécuriser. Et je dis, mais attendez, s'il y a un problème, vous êtes gentil, mais j'ai pris le cabinet que vous avez choisi avant, j'ai pris le cabinet qui vous connaît bien, et donc ils ont vos mêmes méthodes. Et c'est plus intéressant pour moi d'avoir affaire à ces cabinets-là, tout simplement parce qu'ils savent travailler avec les Américains. Ils savent la façon dont leurs craintes, je dirais même parfois leur présupposés sur le droit français, parce que vous savez, quand vous travaillez avec une société américaine, la première chose qu'on vous dit, ah mais le droit américain s'applique. Moi j'ai beau lui expliquer que non, parce qu'il y a quand même une spécificité en droit français, on vous dit non. Donc c'est très important d'avoir aussi des cabinets qui connaissent la culture juridique des mandataires, de leurs gros clients, parce que ça facilite le dialogue et ça permet aussi d'avancer beaucoup plus vite. Et en ce qui me concerne, moi je pense que les cabinets d'avocats américains que j'ai choisis m'ont sauvé la peau dans plein de dossiers. Et donc moi je pense, si vous voulez, que c'est aussi une assurance, un cabinet d'avocats. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui fait son drap, c'est aussi une assurance, et ça, pour moi, c'est extrêmement important. J'entends ce que vous dites, monsieur, c'est intéressant, mais on parlait de la culture de l'entreprise, mais aussi, bien sûr, de ses actionnaires ou de son commerce. Mais en contentieux, vraiment, par exemple... Valérie, si vous permettez de répondre, parce que... Alors, bon, Baker McKenzie est né à Chicago, mais c'est pas en tant que tel un cabinet américain. Je me suis efforcé, au cours des 30 dernières années, à expliquer qu'on était un cabinet français,
composé d'avocats français, doublement admis. J'ai pratiqué en France au début. Au bout de 3 ans, je suis parti aux États-Unis pour 1 an. J'y suis resté 10 ans. Je suis devenu associé à notre bureau à Chicago, admis au barreau de l'Illinois. Je suis revenu en France et j'ai fait 25 ans de M&A. Voilà, donc je ne dis pas que les cabinets d'avocats américains sont mieux, même si merci. C'est vrai qu'on a une politique assurance quelque part. On sait qu'on essaie d'avoir une couverture d'assurance parce que les enjeux sont très importants et donc il est important de pouvoir, en cas de pépin, effectivement avoir une signature derrière. Mais ce qu'on veut, c'est des avocats à double culture quand vous avez des clients étrangers dans la mesure du possible. La plupart de nos avocats, s'ils n'ont pas pu aller faire un LLM, on essaie de les envoyer dans des bureaux étrangers, souvent aux États-Unis, parfois aussi en Angleterre également, pour qu'ils aient la double culture. Et effectivement, si vous avez passé 10 ans aux États-Unis, vous savez parler un client américain, vous savez ce que c'est qu'un general counsel, parce que vous avez vécu ça de la même façon avec d'autres continents, d'autres cultures, être américaine ou pas. On essaie chez nous de favoriser la double culture. Mais bon, avant tout, on se voit comme un cabinet français, composé en d'avocats français, souvent doublement admis dans plusieurs barreaux, mais voilà, qui sont en concurrence avec, et il y a beaucoup de clients américains, et fort heureusement d'ailleurs, qui vont vers des cabinets français aussi, hein, ça arrive, franco-français, voire anglais, etc. Je suis américain, on donnait une nationalité, surtout à Paris. Mais on a dit quelque chose tout à l'heure qui était intéressant, hein. Vous avez dit, en fait, il faut cet échange entre avocats et directeurs juridiques, mais jusqu'à quel point? C'est-à-dire que, là aussi, tout à l'heure, je disais ceinture et bretelles, c'est-à-dire que le directeur juridique doit-il tout dire à son avocat? Alors, je ne parle pas du contentieux, hein, on va dire. L'avocat doit-il tout savoir sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'entreprise? Éric Morin. Si on ne parle pas du contentieux, c'est pas mon domaine. Oui. Mais si on parle du contentieux, oui, il faut qu'il sache tout. Parce que c'était ça l'idée, hein, c'est l'engagement de la direction juridique dans le choix de l'avocat, ça engage la direction juridique dans son ensemble. Si on perd, ça sera de la faute de la direction juridique, et si on gagne, ça sera grâce à l'avocat. Donc, une fois qu'on est entre le marteau et l'enclume, on n'a pas d'autre choix que de tout mettre sur la table. Monsieur. Compléter ce que dit Eric, si vous voulez que la relation entre avocat et direction juridique soit une relation partenariale, le projet se bâtit ensemble, quelle que soit la matière, y compris en contentieux, parce que s'il y avait une matière qui peut être du droit très mou et très malléable, c'est aussi le contentieux, et notamment le contentieux économique, bien vous devez tout dire à votre avocat, parce qu'il faut qu'il s'approprie y compris vos doutes sur la stratégie que vous menez, y compris vos doutes, parce que de ces doutes-là, il peut peut-être faire ressurgir quelque chose, et c'est de ces échanges-là va se nourrir le projet que vous allez mener ensemble. Et ça, je crois que c'est assez fondamental. Je ne crois pas une minute, et encore une fois, quelle que soit la matière, je crois qu'il y a même des matières où c'est essentiel, en droit pénal notamment. Comment un avocat pourrait s'engager sans maîtriser intégralement tous les tenants et aboutissants d'une problématique. Donc je me crois moi que dans tous les sujets, les directeurs juridiques doivent être extrêmement clairs. La ligne du projet, c'est celle-ci, et il faut que, et quel que soit encore une fois le sujet, et il faut que l'avocat soit en mesure, pour donner la meilleure expertise possible et faire la meilleure qualification possible, il faut lui donner tous les éléments. Sinon, ça ne marchera pas. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une fausse idée du directeur juridique pendant un temps? C'était de dire, ah oui, alors je ne parle pas du contentieux, hein, on est bien d'accord, mais sur des deals stratégiques, etc., ou de l'avocat qui va, lui, de son côté, prendre ceinture et bretelles en disant, ben non, ça vous ne pouvez pas faire. Warning, attention, ça vous ne pouvez pas faire, ça va être un peu... Et du directeur juridique, je ne vais pas lui dire parce que sinon il va me dire que c'est difficile ou que... voilà, non? Non, un avocat doit accompagner son client et c'est le client qui décide et il doit l'accompagner aussi, même quand le client prend des risques. Autrement, on n'aurait pas d'entreprises qui sont aujourd'hui des fleurons dans le luxe ou ailleurs. C'est des entreprises qui tous les jours prennent des risques énormes. Et on n'est pas là pour leur dire non, attention, au contraire, non, on les accompagne, on essaye de les protéger, c'est vrai, monsieur a raison de dire, on essaye de les protéger du mieux qu'on peut, mais on n'est certainement pas simplement là à lever des drapeaux rouges pour le risque. Je crois qu'avant tout, on a parlé du secteur industriel. Je crois qu'il faut parler aussi de la culture.
bon, je crois que le mot a été dit, mais c'est fondamental de connaître la culture d'une entreprise. On ne raisonne pas de la même façon si vous représentez un fonds d'investissement en private equity, si vous représentez une société cotée, si vous représentez un géant mais qui est en fait détenu par une grande famille, ou si vous représentez une PME, une grosse PME ou une start-up. À chaque fois, donc, on parle l'avocat. Est-ce que l'avocat, le directeur juridique, je crois qu'il faut reconnaître à nos professions qui sont fluides maintenant. On venait directeur juridique, madame, vous disiez, vous étiez avocate il n'y a pas longtemps, et les jeunes aujourd'hui vont au cabinet d'avocat, ils repassent en entreprise, ils reviendront peut-être en cabinet d'avocat, donc il y a beaucoup plus de fluidité, moi je l'encourage, et quand on recrute, nous, qu'il s'agisse de collaborateurs ou d'associés, enfin un des premiers associés, on va dire, de l'extérieur que j'ai fait venir quand j'étais managing partner il y a de nombreuses années de ça, c'était le directeur juridique de France Télécom à l'époque. Il s'appelait Emmanuel Guillaume, il était conseiller d'État, il n'avait pas de book de clients, il connaissait l'entreprise parfaitement, c'était un expert sectoriel hyper reconnu et probablement un des meilleurs publicistes de la place. Voilà, et il a construit, il a bâti une clientèle, il s'est développé, etc. Mais avant tout, ce que vous recherchez, c'est l'excellence dans tous les domaines, quels qu'ils soient, que ce soit pour défendre un dossier à Montauban ou à Paris, etc. Il y a pas de... Il y a des bons avocats partout, mais il y a surtout beaucoup de métiers différents. Entre la personne, consoeur qui fait la contrefaçon, on a aussi une spécialité de contrefaçon, et quelqu'un qui fait du M&A, on travaille ensemble, mais sous cette appellation, voilà, il y a de la place. L'excellence chez les avocats, comment vous dire, journalistes depuis à peu près 25 ans chez les avocats, ils sont tous rois du monde. Hein. Ils sont tous excellents partout. Donc comment on fait la différence? Ça, c'est le vrai sujet. Il y a des classements partout. Oui. On est envahi de classements. Oui. On remplit tous les jours des classements et des soumissions, on empêche d'ailleurs, ça fait une semaine à remplir des formulaires de classement. Ça nous manque. Ça nous manque. Il n'y a pas eu de classement d'avocats depuis une semaine et ça nous manque. Ouais. Ce que n'a pas dit Pierre Hoffman, le bâtonnier de Paris tout à l'heure, mais on en parlait à l'extérieur de la salle, c'est qu'aujourd'hui, sur 2000 avocats parisiens qui prêtent serment, il y en a entre 800 et 900 qui vont partir dans l'année. Ça veut dire que le barreau de Paris paye leur formation, en tout cas les 3/4 de leur formation, et ensuite, munis de ce titre, bien qu'il n'y ait pas d'avocat en entreprise, en tout cas pas le titre, ils vont partir comme juristes d'entreprise. Ça implique quoi? Je ne suis pas bâtonnier de Paris et je ne le serai jamais, Dieu merci. Ça, c'est son problème à régler. Mais ça implique aussi que les cabinets d'avocats doivent comprendre que dans les directions juridiques, il y a des juristes, waouh, high level. Moi, je dirais 60 juristes. Il y en a 50 qui sont bien meilleurs dans leur matière juridique que moi. Je suis un animateur. Et donc, que l'avocat sachant, avec son argument d'autorité qui vient dire, et on revient à prestataire ou partenaire, bah, c'est comme ça et pas autrement parce que c'est moi qui sais, bah, aujourd'hui il s'adresse à des équipes qui ont un bagage juridique qui est sans commune mesure avec ce qu'étaient les directions juridiques il y a 30 ou 40 ans. Et que c'est cette synergie entre tous, sans doute que sur le contentieux, il y a des aspects de maîtrise de la procédure qui sont sans doute plus du côté de l'avocat que du côté des juristes, mais il n'empêche que s'il n'y a pas cette synergie entre eux, ça ne peut pas fonctionner, et c'est un attelage à 3 roues, dont une qui est ovale. Non, mais c'est évident, c'est absolument évident. Les cabinets ont beaucoup évolué là-dessus, Eric. Aujourd'hui, on est quand même tous habitués à parler avec des directeurs juridiques dont on sait qu'ils ont été avocats. Donc c'est vraiment un échange de même niveau. Pas l'argument de l'avocat sachant qui arrive tel le mandarin il y a 50 ans, je crois que ça a disparu. Sauf peut-être pour des très grands pénalistes, pour des très grands dossiers, parce que c'est la figure d'un grand pénaliste qui impose une vision, ou peut-être pour aussi des très gros arbitrages internationaux. Il y a 2 ou 3 grands avocats d'arbitrage qui peuvent dire voilà, je suis un tel, et en dehors de ça, je pense que c'est pas. Madame Jacon, vous vouliez intervenir tout à l'heure. Non, oui, je voulais intervenir sur le sujet doit-on tout dire à son avocat? J'essaie de réfléchir, je ne vois pas de cas ou de raison valable de
ne pas tout dire à l'avocat. Je dirais même qu'au contraire, on engagerait notre responsabilité si on dissimulait des choses ou si on ne disait pas tout, et on recevrait un avis. Je ne parle pas du contentieux, là, je parle du conseil, qui n'aurait strictement aucune valeur. Donc, non, pour moi, ça c'est effectivement, il faut qu'il y ait un dialogue et d'une transparence totale. Après, je pense que les avocats aussi ont progressé sur effectivement l'analyse de risque. On reçoit aujourd'hui des avis qui sont nuancés et avec des propositions concrètes de solutions. Le plus important, c'est pas tellement de dire c'est pas possible, c'est de proposer. Moi, j'attends l'avocat justement qui soit totalement transparent lui aussi sur l'ensemble des risques. Et après, c'est à moi, en tant que directeur juridique, de traduire ça et de relayer ça à la direction. Donc, on est vraiment dans une démarche partenariale, ça je partage. Peut-être donner un exemple, les détachements, je ne sais pas si certains les utilisent chez eux, mais enfin les détachements qui sont une pratique anglo-saxonne classique, systématique des établissements financiers qui systématiquement, des industries qui ont des avocats détachés chez eux. C'est aussi une très bonne méthode, bien sûr, c'est une très bonne méthode pour familiariser aussi les jeunes, ou parfois moins jeunes, avec l'entreprise, la connaître parfaitement. Ils établissent des liens extraordinaires ensuite avec les juristes et les membres de la direction juridique, et du coup ils peuvent travailler parfaitement en équipe. Donc c'est aussi une ressource qui permet de renforcer ce lien. Après tout, Martial, qu'est-ce qui fait pour un directeur juridique, parce que tout à l'heure j'étais un peu caustique, disons que les avocats sont tous rois du monde, qu'est-ce qui fait vraiment la valeur ajoutée d'un cabinet, je ne parle pas d'un avocat, mais on peut le décliner, d'un cabinet ou d'un avocat par rapport à un autre, et par rapport... Est-ce que c'est le dossier? Est-ce que c'est la relation de confiance? Est-ce que... Moi, je crois, je vais vous raconter une anecdote. Je ne peux pas donner le nom du cabinet, parce que c'est un beau cabinet anglo-saxon. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais ça fait très longtemps. Je travaillais beaucoup avec un de leurs associés en droit de la concurrence, qui a monté sa boutique après, et j'ai continué à travailler avec lui après. D'ailleurs, tous ses clients, ce qui montre bien que la valeur de la marque, par rapport à ce que vous disiez, Eric, tout à l'heure, est tout à fait relative. Moi, je crois beaucoup à l'intuition personnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes allés au feu ensemble, quand vous êtes allé au combat, la confiance se génère, elle ne se décrète pas, la confiance. Elle va se créer à l'occasion d'un sujet un peu compliqué, techniquement compliqué, politiquement compliqué, y compris en interne, et de savoir qu'on a un vrai support, une vraie, y compris d'ailleurs même sur le comportemental, sur la manière de présenter le dossier à ses patrons, par exemple. Et là, on touche à quelque chose qui relève presque du personnel. C'est aussi ça qu'on va aller chercher. Et moi, ce que je vais chercher chez les avocats, en dehors de cette relation intuitu-personnelle, j'y crois vraiment beaucoup, et je vous raconterai la petite anecdote après, c'est le fait que l'avocat me dise la vérité. Je n'ai pas envie qu'il me dise ce que j'ai envie d'entendre. Il me doit la vérité. Et là où, Eric, par rapport à ce que vous disiez, moi, notamment par exemple sur des sujets de conformité, et aujourd'hui les entreprises évoluent dans un environnement de multiconformité. On a une douzaine d'autorités de contrôle qui renvoient toutes au parquet national financier et qui relèvent toutes d'un ordre public de direction. Donc, et là, votre boulot, c'est de dire au patron, ça, il y a 20 ans, un juriste d'entreprise disait à ses patrons, ça t'as pas le droit de faire, on foutait dehors. Et non, ton boulot, c'est de trouver une solution. Dans un monde de multiconformité, où la règle du jeu, elle est claire, on vous demande d'appliquer la loi, on ne vous demande pas de l'appliquer un peu, on vous demande d'appliquer la loi. Quand vous êtes à 135 sur l'autoroute, vous êtes en infraction. Vous n'appliquez pas la loi un peu, vous l'appliquez. C'est ce qu'on nous demande. Et l'avocat doit nous dire ça. De dire là, ton truc, en conformité, tu as une enquête qui démarre. C'est pas comme ça que tu dois le faire. Peut-être que ça n'arrangera pas l'entreprise. Et là, l'avocat doit nous aider à porter ce message auprès d'un management qui est probablement convaincu du contraire. Donc c'est ça aussi que l'on va aller chercher, c'est ce conseil-là, qui est un conseil d'intelligence de positionnement, en fait. C'est aussi ça. Intelligence de compréhension aussi de la stratégie et du droit français. Et ça, je pense à ce que vous disiez tout à l'heure. Je crois qu'une seule chose, c'est le jour où les directeurs juridiques ouvriront les portes réellement de l'entreprise, pas de leur direction, mais ouvriront aux avocats avec qui ils travaillent le marketing, les portes du marketing, du commercial, de la stratégie d'entreprise, pour que les avocats se l'approprient. Vous verrez que la relation sera vraiment partenariale et on aura même des propositions avant même que les juristes se soient posé des questions. Les avocats viendront voir les directions juridiques en disant on a vu passer un truc sur le marché, au regard de ce que l'on a compris de ta stratégie, voilà ce qui va se passer. Et c'est ça qui devient intéressant et intelligent. C'est tout à fait pertinent pour la compliance notamment. Bien sûr.
Parce que c'est l'avocat qui doit arriver aussi, non Oui, je m'occupe de compliance, alors peut-être je peux dire un mot. Effectivement, c'est un domaine dans lequel on doit tout connaître dans l'entreprise. Une enquête interne aussi, c'est un moment où effectivement vous finissez par tout connaître dans l'entreprise. Donc je pense que avoir accès à tous les rouages, il faut effectivement que le directeur juridique soit ouvert, mais il faut vraiment qu'il y ait une totale communication, une totale transparence. Et il ne s'agit pas simplement d'être des bénis oui-oui. Je ne pense pas que ce soit ça qu'on attend de nous. Bien évidemment, il faut les accompagner, leur dire le faux du vrai, essayer de les guider, puis essayer de les aider. Il faut rester dans son rôle, mais enfin, je pense que quand même de plus en plus, il me semble, cette relation, elle est encore une fois sur la durée, sur le continu, sur le relationnel permanent, sur la communication, décrocher son téléphone. Si vous voyez une personne qu'une fois vous faites un call Teams une fois tous les 4 mois, effectivement, vous ne pouvez pas attendre d'elle qu'elle connaisse parfaitement la stratégie. Si vous avez l'habitude de lui parler, de la questionner, etc. Bon, je pense qu'il y a un relationnel qui s'établit, il connaît l'entreprise, elle connaît la culture, ça devient un client régulier par définition. C'est exactement comme s'il était, quasiment comme s'il était dans l'entreprise. Maintenant, il n'est évidemment pas dans le COMEX, chacun reste à sa place, mais il y a quand même beaucoup d'échanges fructueux qui peuvent avoir lieu. Mais ça demande, ça prend du temps, ça ne s'improvise pas, ça prend du temps, ça se construit au fur et à mesure des années, mais évidemment, les avocats chez nous qui réussissent le mieux sont des avocats qui ont un niveau relationnel avec l'entreprise, pas simplement au niveau des seniors ou des associés plus âgés, mais aussi au niveau des jeunes. Il y a un aspect générationnel, où il faut effectivement que aussi au N-1, N-2, etc., dans les directions juridiques, ils apprennent à travailler ensemble, ils se voient, ils ont des opportunités, et à ce moment-là, là où on peut dire qu'on commence à connaître l'entreprise. Et puis, on a aussi des outils, je ne le cache pas. On a désormais dans nos cabinets structurés des business managers qui regardent, qui ont des veilles de presse, qui suivent exactement tout ce qui se fait, qui lisent les publications, qui lisent des rapports annuels. Et du coup, quand vous allez voir un client aujourd'hui, vous ne pouvez plus y aller les mains dans les poches. Vous devez avoir fait votre petit travail. Et les directeurs juridiques, qui ne perdent même pas leur temps, si effectivement... Oui. Il y a longtemps que plus personne ne va les mains dans les poches à un rendez-vous client, parce que sinon c'est... Ils vont dans les poches à un rendez-vous journaliste, généralement. C'est pas bon non plus. C'est pas bien non plus. C'est pas bien non plus. Ça rejoint l'idée qu'on demande aux avocats d'être proactifs, mais sans que ça augmente les coûts. Oui, alors j'allais y venir, parce voilà. que moi j'aime bien cette question, j'aime bien les questions qui me font faire de nouveaux amis. Les honoraires. Voilà. Je crois, Valérie, je crois qu'on a une personne qui voulait intervenir sur la gauche. Oui, bonjour. Je voulais juste revenir sur le fait de faire rentrer l'avocat dans l'entreprise, dans les directions juridiques et dans l'entreprise. Alors, j'ai été des deux côtés du miroir. J'étais avocate, j'étais en direction juridique et je suis de nouveau avocate. Et ce que j'ai pu remarquer en direction juridique, parfois, pas partout, c'est que les équipes freinent ou veulent absolument garder le filtre entre l'avocat et les opérationnels. Parfois par peur de perdre le contrôle sur un dossier. Et j'aurais aimé effectivement avoir votre point de vue, c'était très intéressant ce que vous disiez, en tout cas sur le fait de faire des réunions inter-équipes, je ne l'ai pas vu souvent. Moi-même, j'avoue, quand j'ai pris mon premier poste en direction juridique, j'avais tendance à vouloir tout filtrer jusqu'à ce que je comprenne que c'était important de laisser parler les gens entre eux pour la compréhension des dossiers. Moi, pour ma charge de travail aussi, parce qu'on ne peut pas être sur tous les dossiers et tout contrôler. Et voilà, je serais intéressée d'avoir le point de vue des autres membres du panel sur le fait de vouloir garder le contrôle sur des dossiers ou laisser l'ouverture des dossiers, justement. C'est tout à fait vrai ce que vous dites, et ça se voit surtout d'ailleurs en M&A. Pas tant vis-à-vis des opérationnels, c'est que sur les dossiers M&A, souvent, il faut une relation de confiance entre nos patrons et l'avocat qui va gérer le dossier. Et la relation se joue là. Et il ne faut pas que le juriste ou le directeur juridique interfère dans cette relation. Parce qu'à la fin des fins, celui qui prend la décision, l'arbitrage final pour acheter ou vendre une entreprise, ou fusionner avec une autre entreprise, c'est bien le patron. Donc il faut qu'il soit en totale confiance. Et si le juriste essaye de dire non, c'est pas cet avocat-là qu'il faut prendre, c'est celui-là, vous êtes à peu près certain de vous planter. Donc oui, c'est vrai, ce côté un peu résistant de la direction juridique qui n'ont pas envie de perdre la main, mais moi je pense que c'est un vrai combat d'arrière-garde. Une direction juridique qui a confiance en elle, confiance en ses expertises. Eric le disait tout à l'heure, il y a des juristes qui sont des juristes de top niveau,
j'aimerais avoir ta chance, Jérémy. Pardon pour cet à propos disgracieux. Mais quand on a des équipes juridiques qui tiennent la route, il n'y a aucune raison que ça change. Si on est capable de créer cette relation avec les cabinets d'avocats, de trouver sa place, y compris quand la relation, elle intervient. Moi, quand j'étais chez KPMG, mon patron travaillait avec un avocat en M&A, et c'était devenu un de ses copains. Donc, il fallait jouer avec ça. Et il se trouve que j'assumais ma fonction de directeur juridique, donc je l'appelais aussi, y compris d'ailleurs pour des discussions pas très agréables en termes d'honoraires, qui avaient été plus ou moins négociées par mon patron. Et quand je recevais la facture, j'étais bien gentil, mon coco. Oui, mais c'est ce qu'il m'a dit. Oui, mais c'est pas moi ce que je t'ai dit, donc on va changer, on va faire différemment. Donc le directeur juridique a son rôle de toute façon un peu critique. Mais s'il se met dans cette équipe-là, sa fonction interne est beaucoup plus valorisée. Et cette résistance à ouvrir un peu les dossiers et les portes dans l'entreprise aux avocats, je pense que c'est une bêtise. J'ai un de mes avocats sur un de mes dossiers en ce moment qui est dans la salle, il le sait, on a fait je ne sais pas combien de réunions de brainstorming sur le plus gros dossier contentieux du groupe Altitude aujourd'hui. On en fait je ne sais pas combien avec les avocats, on a plusieurs équipes d'avocats sur ce sujet-là, et on a en même temps des économistes, et très régulièrement, on refait à peu près une fois tous les 2 mois, quasiment une après-midi de brainstorming pour réajuster la stratégie, pour que les avocats et les économistes se réapproprient les tenants et les aboutissants du dossier, parce qu'évidemment qu'il a bougé dans les 2 mois qui ont précédé, et ça, il faut le faire en permanence. Et moi, les avocats avec lesquels je travaille, en tout cas ceux qui sont les plus en pointe sur les stratégies qu'on mène, et pas que les stratégies contentieuses, sont extrêmement au fait de la stratégie de l'entreprise, de sa stratégie commerciale, de sa stratégie économique et de sa stratégie de développement, y compris en termes de croissance externe. Donc c'est ça que les avocats doivent s'approprier. Mais par contre, oui, il y a des dogmes à casser, il y a des habitudes à casser. Le juriste, il y a une juriste et ses habitudes. Non, mais il y a une relation très patrimoniale au dossier. C'est vrai. C'est mon dossier, c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Martial. Je dirais même que c'est dangereux. Moi, j'encourage les juristes à faire intervenir l'avocat et d'organiser des réunions avec les opérationnels. Par exemple, je pense à des sujets de droit de la concurrence, quand on a par exemple besoin de réfléchir sur une clause d'exclusivité dans un contrat. En fait, si le juriste filtre les informations et se contente juste parle seul à l'avocat sans le mettre directement en relation avec l'opérationnel qui lui connaît le marché, connaît la position de la société sur le marché, il sera beaucoup plus à même d'éclairer l'avocat sur ces sujets-là. Voilà, je pense que c'est extrêmement dangereux de ne pas confronter l'avocat sur des sujets comme ça avec les opérationnels qui connaissent les sujets. Oui, bien sûr. Alors, vous m'enlèverez pas mon petit plaisir quand même, abordant les sous. Les honoraires. Ah, pardon. Bonjour, Emmanuel Marcini. Bonjour. Bon, je comprends que la question qui est posée par ce débat est de savoir s'il faut, comment peut-on qualifier l'avocat finalement. Est-ce que c'est un partenaire ou est-ce que c'est un prestataire? Est-ce que le fait même de poser cette question aujourd'hui en 2025 ne signifie pas que le barreau ne sait plus où il est? Et je veux tirer un exemple, c'est que en Angleterre, par exemple, tout le monde sait ici que la profession est divisée. Il y a les solliciteurs, il y a les barristers. On va voir les barristers pour quelque chose de bien précis, et notamment l'analyse d'une procédure et surtout la gestion de l'audience en matière de contentieux. Et est-ce que finalement, la question qui est posée n'est pas la traduction du malaise que connaît le barreau et finalement de la difficulté qu'il a à se positionner? Est-ce qu'il est un partenaire de l'entreprise ou est-ce qu'il est son prestataire? Je trouve qu'il y a là une question fondamentale, existentielle pour notre barreau, et que la distinction que nous connaissions jusqu'en 1992 entre les conseils juridiques et puis les avocats qui étaient plutôt plaidants, et sans remonter jusqu'aux anciens avoués qui maîtrisaient la procédure, est-ce que finalement cette question ne doit pas conduire notre profession à rétablir une vraie distinction qui existe dans les faits, que nous connaissons tous? Il y a les avocats, et je parle bien évidemment que de ce que je connais à peu près, c'est-à-dire le contentieux, et principalement le contentieux pénal. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement clarifier les choses, dire qu'il existe des avocats qui plaident, et qui peuvent peut-être à ce moment-là être davantage considérés comme étant des prestataires, c'est-à-dire des gens qui ont l'indépendance nécessaire à tout avocat
pour pouvoir aider son client et lui dire la vérité, recueillir des confidences, un nombre de choses, et puis l'avocat qui a un rôle tout à fait différent, qui est le rôle de partenaire, d'accompagnement avec les directions juridiques et avec cette porosité que nous connaissons aujourd'hui entre ceux qui vont et viennent entre l'entreprise et puis le barreau. Est-ce que ce n'est pas ça finalement la question que pose votre débat? Parce que moi, en tant que journaliste, je veux bien répondre parce que ça fait 25 ans que je fais ce métier et ça fait 25 ans que la profession d'avocat continue de digérer la fusion des professions. Et ça revient, enfin pour moi c'est super facile. Hein. Je veux te dire, il y a un marronnier, tous les ans c'est soit le légal privilège, soit la fusion. Tous les ans, je ne sais pas quoi écrire, tiens, allez, je vais faire un truc sur le légal privilège ou je vais faire un truc sur la fusion des professions. Effectivement, vous posez une question, je suis désolée, hein, je prends la parole, mais en tant qu'observateur, vous posez une question qui est ontologique au barreau de Paris. Hein. En province, ils ne se posent pas la même question. Hein. Je pense. Eric, pas encore. Pas encore, mais ça un mot juste sur le terme prestataire. Moi, je l'avais pris, et je crois que vous ne le prenez pas dans ce sens-là. Je le prends un peu de manière péjorative, objectivement. Je prenais le terme prestataire comme, disons, un non-partenaire, un sous-partenaire, un petit peu comme le cabinet d'avocats qui passe par les panels dans lesquels vous n'avez même pas de juriste, mais vous avez la direction des achats. C'est parce que vous faites dans le pénal, vous avez un statut peut-être différent, bien évidemment, et ça dépend des dossiers et tout, mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises choisissent leurs prestataires, donc y compris les avocats, qui sont en fait des fournisseurs, je l'ai presque pris comme fournisseurs, et donc ils passent devant un service achat, mais encore une fois, souvent parfois même sans la présence du directeur juridique, voire même personne de la direction juridique, et qui va vous comparer, tel collaborateur de troisième année, oui mais tel cabinet me le fait à tant d'euros par rapport à celui-là, vous ne pourriez pas vous rajouter, etc. Et donc forcément c'était une manière péjorative, et vous voulez placer notamment le droit pénal qui a son propre statut, dans un statut prestataire qui me paraît à mon avis un petit peu pas à la hauteur de celui-là. Je pense qu'on peut être un très bon pénaliste et un vrai partenaire de l'entreprise parce qu'il y a effectivement des grands clients qui vont toujours, c'est un certain type de pénalistes et qui les voient enfin, le moins régulièrement possible, enfin qui font appel à eux et qui sont vus, me semble-t-il, hein, comme des grands partenaires également et qui d'ailleurs ne passent pas en général par ces panels, par un circuit différent. Je ne suis pas sûre de ça. Hein. Je pense qu'en tant qu'observatrice, toujours, ce serait intéressant d'avoir, parce que Éric Morin aussi est avocat pénaliste, l'avocat pénaliste pur, sur un contentieux one-shot, il n'est pas partenaire de l'entreprise. Il n'est pas partenaire de l'entreprise, il est prestataire, sinon il la défend mal. Enfin, pour moi, c'est tellement évident dans des sociétés. Il y a quand même une dimension de partenariat parce qu'il y a une stratégie à définir avec le client. Oui. L'avocat, avec son expérience, apporte à son client un conseil dans la définition de la stratégie, que ce soit pénal comme judiciaire d'ailleurs. Il n'y a pas tellement d'incompatibilité aujourd'hui dans les grands groupes. Je le dis devant quelqu'un devant qui je suis passé. Quand ils font des appels d'offres, y compris pour un lot pénal avec pénal classique, pénal à fort enjeu médiatique, pénal à fort enjeu tout court, etc. Il y a une anticipation des directions juridiques en lien avec les directions des achats aussi, parce que le coût est important, qui vient dire vous allez travailler sur ce lot-là, vous allez être plusieurs, on vous choisira parmi les 5, 6 et en fonction, et on a anticipé pour les 3 ans ou les 5 ans à venir un contentieux qui est un contentieux à risque, à fort enjeu, et où l'avocat pénaliste comme les autres, s'il veut être l'avocat de ce groupe-là, n'aura pas d'autre choix que de passer par ces fourches codines d'appel d'offres. Alors parfois, c'est parce que la réglementation l'impose, mais parfois c'est parce que c'est, on va dire, le règlement intérieur de l'entreprise qui s'est créé autour de ces panels. Le pénaliste n'y échappe pas. Sans doute qu'il y a 25 ans, il y échappait. Aujourd'hui, il n'y échappe plus. Ça n'est plus possible. On est bien d'accord, je ne parle pas du panel, là. Je parle de la position par rapport à l'entreprise. Mais est-ce que sur un contentieux donné, tout à l'heure, Martial, vous vouliez réagir, est-ce que sur un contentieux, mais là on s'attache beaucoup au contentieux, alors qu'il y a aussi de forts enjeux stratégiques et même
possibilité d'éviter le contentieux dans les affaires de M&A. Mais vous vouliez réagir parce que vous n'étiez pas d'accord sur cette histoire de prestataire. En fait, le titre, il est très bien, ce titre, mais tout est dans la même, c'est la même chose en fait. Moi, je pense que quand on parle de prestataire, si on regarde, si on qualifie juridiquement la relation qui nous lie aux avocats, oui, c'est une relation de prestataire. Mais ce que l'on va aller chercher chez nos avocats, ce n'est pas une relation de prestataire. On va aller chercher une relation de partenaire, y compris en matière pénale, et surtout en matière pénale. Et je parle du pénal d'entreprise, pas du pénal de la personne, y compris du white collar, des infractions des managers d'une entreprise qui sont poursuivis individuellement. Là, ça part un autre sujet. Mais l'avocat pénal de l'entreprise ne va pas défendre que le risque réputationnel de l'entreprise au pénal. Il va défendre son éventuelle condamnation en tant que personne morale. Mais une entreprise aujourd'hui qui est condamnée, parfois même sur l'autel médiatique, avant même d'avoir été généralement d'abord condamné. Oui, avant même d'avoir été. Vous êtes à peu près certain que cette entreprise est sortie de tous les marchés publics auxquels elle leur répond. Vous voyez que l'enjeu il est extrêmement commercial et le rôle de l'avocat pour nous aider à remonter cette pente-là face à ce risque-là, y compris en gestion de crise, parce que là on parle de gestion de crise, il est assez fondamental. Et la confiance qui doit exister entre la direction juridique, le management de l'entreprise sur des sujets comme ça, et l'avocat, elle est absolument incontournable. C'est incontournable. J'aimerais répondre rapidement à Emmanuel sur la révolution que tu appelais de tes voeux. Je pense qu'on n'y est pas du tout encore. Je ne sais pas si ça doit passer d'abord par un préalable qui serait celui du legal privilège et de l'avocat en entreprise, qui permettrait de regrouper les deux obsessions de Valérie de Senneville, qui sont ces deux marronniers, à la fois le legal privilège et la fusion non digérée de 92. Et, je n'imagine pas aujourd'hui les barreaux français, je ne parle pas que du barreau de Paris, se diriger vers une nouvelle scission qui permettrait de dire qu'il y aurait les avocats plaidants et les sollicitants d'un côté et les barristers de l'autre. Je ne suis même pas sûr que les avocats... Alors allons jusqu'au bout, en faisant accusatoire et changeons notre droit roman en anglo-saxon. Alors, je ne pense pas du tout que les avocats souhaitent ça, cher Emmanuel. J'aime beaucoup t'écouter toujours, mais je ne pense pas que les avocats le souhaitent. Quelle que soit la catégorie d'avocats, d'ailleurs, les cabinets structurés, comme les cabinets individuels, les cabinets parisiens, comme les cabinets de province. Je crois que les avocats, de façon générale, sont très attachés à cette... Il y a évidemment une dimension d'ambiguïté, mais ce mélange partenaire-prestataire qui est vraiment bien très bien défini. Martial, on vient chercher un fournisseur de... On a une relation juridique de fournisseur de services, mais on a une confiance de partenaire. Donc les avocats sont tous très attachés à ça, je pense. Donc, je ne crois pas que la profession soit prête, ou même le souhaite, de revenir à ce qui existait avant, ou aller vers quelque chose qui existe chez les Anglais. Et ce d'autant plus qu'on est aujourd'hui dans un environnement européen et que la profession aussi doit respecter des normes européennes. Sur la précision de service, donc je ne vois pas très bien comment ça s'accommoderait d'une séparation des deux services. De toute façon, c'est ce qui se passe dans la... On va peut-être pas continuer sur ce thème parce que c'est vrai, c'est pas... On va parler des honoraires. Pardon. Je peux parler des honoraires. Il y a peut-être un lien à faire avec la question des honoraires parce que bon, moi je suis d'accord. On peut faire la transition. Permettez-moi de vous couper, nous avons deux personnes qui veulent réagir à ça. Ici. On ne voit pas. Bonjour. On ne vous voit pas avec le... C'est pas grave. N'hésitez pas. À partir du moment où vous m'entendez, c'est quoi ça? Frédéric Favre, je suis directeur juridique depuis un certain nombre d'années et je voulais parler des honoraires justement. Transition naturelle. Oui, une transition naturelle. Alors, la première chose, c'est que, effectivement, le cabinet d'avocat est un prestataire, mais un prestataire qui est différent des autres. Fort est de constater qu'au sein des organisations qui sont à peu près structurées, des boîtes assez importantes, la direction des achats tente de récupérer la gestion de l'ensemble des prestataires. Mais pas les cabinets d'avocats. Pourquoi? Parce qu'il est spécifique. Le rôle du cabinet d'avocat est spécifique et c'est au directeur juridique qu'il appartient d'expliquer aux achats qu'une prestation intellectuelle comme la prestation juridique ne peut pas être gérée par la direction des achats parce qu'elle est justement spécifique.
Et pour contrer la direction des achats qui n'aura de cesse d'essayer pour maîtriser les coûts, hein, de s'approprier dans son périmètre la gestion des avocats, il me semble opportun et intéressant, voire même utile, de lancer systématiquement, ou quasi systématiquement, des appels d'offres, notamment pour les contrats, les projets internationaux complexes, où le rôle du directeur juridique et de son équipe est de rédiger un scope of work, solliciter 2 ou 3 cabinets d'avocats qu'il a identifiés lui-même, et de les faire pitcher, et avoir une proposition de chacun de ces cabinets d'avocats. Et je pense que là, en faisant ça, on répond à plusieurs questions. La première, c'est est-ce que vous avez fait en sorte de réduire les coûts? Oui. Je n'ai pas pris nécessairement le moins disant mais pour telle et telle raison. Est-ce que vous avez optimisé le fait que tel cabinet est mieux placé que les autres? Oui. Je les ai identifiés au préalable de telle et telle manière. Et enfin, je suis en mesure d'assumer la relation intuitive personnelle, non pas avec ce cabinet d'avocats qui est effectivement une bonne signature, mais le partenaire que j'ai moi-même rencontré, et j'ai confiance en lui pour telle et telle raison. Et je pense qu'en faisant ça, on répond à bon nombre de critiques qui seront automatiquement portées à notre connaissance dans l'entreprise. C'est très important. Oui, est-ce que ça, c'est... Pardon, et vous allez y répondre aussi, madame. Est-ce que ça, c'est à l'avocat de devancer ce que vous dites, c'est-à-dire d'arriver quand il va pitcher, ou c'est au directeur juridique de savoir d'avance ce qu'il veut? Vous comprenez ce que je veux dire, madame Jacquemont? Est-ce que vous vouliez intervenir tout à l'heure, justement? Non, je voulais juste, en fait, dire que... Faire une petite publicité, parce que la Commission des affaires internationales du Cercle a publié, l'année dernière, je crois, un vadémécum sur, justement, la façon de sélectionner les avocats, panel ou pas panel, etc. Donc, je pense que c'est accessible sur le site du Cercle. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je crois qu'il y avait une deuxième personne qui voulait intervenir. Pardon, madame. Oui. Mathilde Parent-Laget, je suis avocat au barreau de Paris et je suis également avocat au barreau de Maurice. Et j'interviens un peu tardivement, désolé pour le décalage, pour vous transmettre, pour ajouter un éclairage à la question, malheureusement, de la fusion des professions, ou la scission des professions. Parce qu'en fait, à l'île Maurice, c'est encore cette scission entre avoués et baristeurs. Il se trouve que je suis baristeur à Maurice et que je vous assure que c'est extrêmement compliqué de retourner dans une profession scindée. Je voulais juste vous dire ça, parce que la scission d'une profession, ça vient forcément par l'exclusion de certains domaines, que je m'arrache les cheveux quand il s'agit d'écrire une mise en demeure où, à Paris, en France, j'ai le droit. Là-bas, j'ai pas le droit parce que je suis baristeur et pas avoué. Donc vraiment, je pense que le débat, il faudrait être clore et se dire, on est bien en fait, on est très bien, ne revenons pas en arrière. Voilà, désolé, c'est un peu tard. Les cabinets anglais ont exactement la même analyse. Les copains anglais me disent, mais qu'est-ce que vous avez comme chance? En France, c'est tellement plus simple, votre système. Et dire que nous, depuis la France, le système est incompréhensible. Incompréhensible. C'est jamais, Et d'ailleurs, je voulais ajouter une chose à propos de la transparence. Vous avez raison, enfin, il me paraît indispensable que dans la relation directeur juridique et avocat, on soit dans une transparence totale. Mais attention à quel avocat vous parlez. Parce que justement, les baristeurs, en tout cas à Maurice, dans le code des déontologies, si le client lui dit quelque chose, son devoir de vérité va à la cour et non pas à son client. Donc vérifiez à quel avocat vous parlez. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. La déontologie n'est pas la même en dehors de nos frontières. La déontologie d'avocat française est vraiment très très spécifique à la France. Donc à l'international, il faut faire très attention à cette question-là. Sur ces éléments-là, et également sur la confidentialité, par exemple, où malgré tout on est extrêmement protégé dans les relations avocat-client en France, vous sortez, autant que faire se peut, vous sortez de la frontière, et notamment, en tout cas à Maurice, le client peut lever la confidentialité du privilège des correspondances avocat-client, donc les avocats vont beaucoup moins écrire à leurs clients, vont beaucoup moins donner d'avis. De toute façon, en général, mieux vaut moins écrire à son client par mail, etc. Parce que si vous parlez confidentialité, le nombre de dossiers, moi je vois à l'audience où les avocats ont écrit bon, mais alors, comme vous le disiez, là on est un petit peu borderline, mais et qu'ils se sont fait tout choper par la PJ, il vaut mieux éviter les mails. Hein, de toute façon, les mails, il vaut mieux éviter. En général, il vaut mieux éviter. Alors, mes honoraires. On y vient parce que monsieur posait très très bien la question, donc voilà ce que je dois. Il faut donner
au directeur juridique, qui va être confronté au directeur financier, qui va être confronté au COMEX. Mais, enfin, vous, comment vous faites, par exemple, monsieur ou Eric, pour défendre tel cabinet par rapport à un autre? Et est-ce que le moins-disant, je ne peux pas croire qu'en droit, c'est un argument ou pas? Non, c'est plus. Enfin, pour moi, je pense qu'il y a autant de fonctionnement que de direction juridique. Donc, ce que je vais dire n'engage que moi, et c'est juste mon vécu et ma méthode de fonctionnement. D'abord, je pense que le budget fait l'histoire. Vous avez des budgets qui ne sont pas dans les budgets de la direction juridique. Un budget MNM est probablement dans le budget de la direction générale. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le choix de l'avocat relève souvent, dans ces dossiers-là, ou parfois, de la décision du directeur général de l'entreprise. Quand ça relève du budget de la direction juridique, ce n'est pas tant le sujet de savoir si on va prendre tel ou tel avocat. On a un budget, on va d'abord défendre son budget au regard d'une prévisibilité de recours aux avocats sur l'année qui suit. On le défend auprès de son directeur général et du directeur financier. Notre responsabilité, c'est de tenir le budget. Donc c'est une discussion permanente avec nos conseils. Et on voit bien, alors, il y a des sujets plus difficiles que d'autres, il y a des sujets où on va marcher au forfait. Donc ça c'est assez simple. Et puis, s'il y a une relation partenariale, l'avocat vient me dire, j'ai explosé le forfait, est-ce qu'on peut en parler? Et on en parle. Et je vous expliquais ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, c'était pas très poli, mais parce que le budget explose, on ne prévient pas. Donc on nous envoie une facture sans nous en parler. Je peux vous assurer que cet avocat est blacklisté, il ne travaillera plus jamais pour nous sur un sujet de financement. C'est terminé. Je ne dispute pas que ça, on définit quelque chose en amont. Donc si c'est une relation partenariale, elle est dans les deux sens. Sur les contentieux, c'est extrêmement difficile. L'avocat va vous donner un prévisionnel. Ce n'est qu'un prévisionnel, on ne maîtrise pas le comportement de la partie adverse, on ne maîtrise pas les excès de procédure, on ne maîtrise pas les incidents de procédure, on ne maîtrise pas tout ça. Donc là aussi, c'est une relation de confiance. Moi, ce que je demande à mes conseils, généralement, c'est voilà mon budget sur ce dossier-là cette année, est-ce que tu penses qu'on peut le tenir? S'il me dit ça va être chaud, on verra si on peut reporter les zonos l'année d'après ou pas. C'est une discussion très ouverte. Pour tout vous dire, je pense que je n'ai jamais discuté à la fin des fins, le montant des honoraires facturés de mes entreprises. J'ai toujours payé. J'ai toujours payé parce que quand on est dans cette relation de transparence ab initio, je vous assure qu'à un moment, vous allez dire fais un effort s'il te plaît parce que là je suis en train de péter mon budget, l'effort il est fait. Le cabinet fait l'effort. Et généralement, il s'y retrouve l'année d'après parce que vous repartez avec ce cabinet qui vous a accompagné aussi dans votre stratégie budgétaire. Mais est-ce que les cabinets, M. Buissou, sont formés à ça? Est-ce que l'avocat est formé à ça? Monsieur disait tout à l'heure, il faut qu'il me dise, est-ce que vous avez fait votre meilleur effort pour que tous les budgets soient réduits, etc. J'ai pas l'impression que ça rentre dans l'ADN des avocats vraiment, ou alors sur les grands cabinets, Monsieur Lasry, vous réagirez aussi, parce que eux, ils ont des services support pour faire ça. Mais le cabinet qui n'a pas de service support, est-ce qu'il est vraiment formé à ça? Voilà, il y a autant de réalités qu'il y a de cabinets, qu'il y a de clients. Là aussi, c'est un marronnier, cette histoire de la profession, parce que ça fait au moins un quart de siècle qu'on annonce la fin de l'honoraire au temps passé et qu'on parle... On ne l'annonce pas, on annonce, c'est le forfait qui monte et Cora, c'est très bien fait. Voilà, c'est le forfait qui monte. Je revois exactement ce que tu viens de dire, parce que moi, je le vis au quotidien dans les gestions des contentieux avec les clients. Il faut savoir définir des forfaits en amont avec le client, ce qui est en effet difficile, ce qui requiert beaucoup d'expérience sur l'anticipation de ce que peut être un contentieux compte tenu du dossier, compte tenu de la partie adverse, compte tenu de la juridiction saisie, compte tenu des conseils en face aussi, parce qu'il y a parfois des conseils qui sont très compte tenu de l'enjeu, parce que moi, d'autres qui vont aller directement à la recherche d'une solution. Ouais, mais j'ai jamais vu un avocat dire à son client, ben non, écoute, là de toute façon, tu vas perdre, faut mieux pas y aller, quoi. Parce que ça va te coûter trop cher. Si, l'avocat le dit quand même. L'avocat doit dire à son client, attention, le contentieux est mal barré, et puis après, le client, il décide d'y aller. L'avocat, il aide le client dans la prise de décision. Je l'ai dit encore ce matin, pardon, mais dans une réunion de médiation, voilà, je lui ai dit qu'il était de son intérêt sans doute d'arriver à un accord amiable dans le cadre d'une médiation pré-contentieuse, parce que voilà, ce qu'il espérait obtenir en contentieux, c'était probablement pas ça, et qu'il y avait une certitude dans la médiation. Il y a des fois où le contentieux judiciaire fonctionne mieux.
Je ne crois pas qu'on soit systématiquement à chercher notre intérêt. Encore une fois, si on s'inscrit dans la durée, les clients se souviennent, ils se souviennent de tout, ils doivent avoir confiance. Oui, c'est vrai que nous, on est très structurés, très organisés, on fait des pitchs systématiquement, on a même pour des grands dossiers ou des grands clients mondiaux, on a des comités de pricing qui décident ce qu'on peut faire, mais globalement, quand même, le sujet ne me paraît plus du tout un sujet tabou aujourd'hui. C'est exactement comme Martial le discutait, est-ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. On nous donne un budget, on doit rester dans ce budget, souvent ce budget est vu comme un cap, et c'est là qu'il faut communiquer et ne pas attendre effectivement la fin de la mission pour dire au fait j'ai dépassé de 30 à 40%. Là, ça crée un risque de blacklisting, voire un blacklisting immédiat. Autrement, c'est une communication naturelle, si on explique, voilà, c'est un petit enjeu, est-ce que tu peux faire pour tant, ben, soit on peut, soit on ne peut pas, mais je crois qu'on a appris aujourd'hui dans l'environnement actuel à être flexible, à donner systématiquement des budgets, à essayer d'être transparent. Mais je reconnais que c'est pas facile, hein, c'est une discipline, mais bon, ça, on doit s'adapter. Eric ? Je suis très curieux de voir ce que va donner dans les directions juridiques, comme dans les cabinets, on réfléchit beaucoup sur l'intelligence artificielle. On réfléchit beaucoup dans les cabinets et les directions juridiques sur l'intelligence artificielle, et je suis très curieux de voir ce que le développement de l'intelligence artificielle va avoir sur le mode de facturation des services des avocats. Et je pense qu'on va rapidement trancher cette question de forfait, taux horaire, et que la recherche du client va se focaliser sur l'excellence du service, sur le savoir-faire, et que ce que va vendre l'avocat, c'est vraiment la valeur ajoutée du service de l'avocat. Et je pense que ça milite évidemment en faveur du forfait, on va aller davantage vers le forfait, parce qu'on va... En tout cas, c'est ce que j'imagine que les entreprises vont faire. Il y a un certain nombre de tâches qui sont totalement répétitives, qui sont automatisables et ce qu'on recherche dans un dossier de M&A, c'est l'expérience d'Eric Classerie, dans un dossier de pénal, notamment d'Emmanuel Marcigny, etc., etc. Donc c'est vraiment la valeur ajoutée de l'avocat. Et je pense que ça va beaucoup changer dans la tarification des services de l'avocat. Je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. C'est une question que je pose à nous tous. J'allais dire, il reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a un témoignage ou une question dans la salle justement sur ce rapport et ce nouveau partenaire ou alors ce prestataire qui est l'intelligence artificielle? Oui, madame. Attendez, qu'on vous amène un micro peut-être. Merci. Donc, j'ai un exemple très récent à vous donner de l'impact de l'intelligence artificielle sur nos consultations. Nous avions été consultés pour une consultation qui devait englober un très très large périmètre, puisque le client ne connaissait rien du domaine dans lequel il voulait intervenir. Pour être un peu plus précise, il voulait faire des vidéos en faisant travailler des mineurs qui ne provenaient pas d'une agence de mannequins, les faire travailler le dimanche sans faire aucune déclaration. Donc évidemment, tous les warnings étaient allumés. Et il voulait savoir s'il avait le droit ou pas le droit, donc ça c'était facile à répondre, mais il voulait connaître exactement le cadre légal entier. Donc nous avions fait évidemment un devis, mais très rapidement notre client s'est tourné vers ChatGPT, qui est devenu le meilleur ami de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, a réussi à obtenir des informations justes, vérifiables, circonstanciées. Si on passe, je ne sais pas moi, une demi-heure sur Internet, on peut aujourd'hui avoir des informations qui sont à peu près fiables, même si on n'est pas un spécialiste du domaine. Et résultat, il nous a appelé en disant j'ai regardé ChatGPT et j'ai compris que c'était ça, 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 ça. Est-ce que vous validez? Vous n'allez pas dire je vais vous faire une consultation. Grosso modo, vous dites oui, c'est plutôt vrai. Et il a réduit de moitié le périmètre de notre intervention. Oui, mais sauf, moi, ce qui me fait un peu peur en matière de droit, mais peut-être sur l'intelligence artificielle, oui, là-dessus, mais j'ai un peu peur que ça soit comme les personnes qui s'auto-édictent. Vous voyez, je regarde le Vidal et je sais qu'il me faut une aspirine ou un truc comme ça, et que la vision d'un expert, y compris sur l'expertise ChatGPT, vaut peut-être mieux l'avoir quand même, la relecteur de ChatGPT. C'est comme si vous donniez à Google Translate votre rapport en disant maintenant tu me transmets ça, tu me traduis ça, il va traduire mes mot pour mot. Et ça risque
pas plaire beaucoup aux autorités non plus. Donc il vaut mieux avoir... Alors moi, continue de penser que l'avocat est très très important, et évidemment on ne pourra pas être remplacé comme ça, mais jusqu'à maintenant l'avocat vendait aussi, au-delà de son talent et plein d'autres choses, un accès particulier à l'information, parce que nous trouvions facilement avec nos bases de données, avec nos bibliothèques, bon alors là je remonte un petit peu, voilà, mais on avait un accès à l'information auquel les clients n'avaient pas forcément accès, et c'était aussi ça que nous pouvions vendre, cet accès à l'information et cette compilation de l'information. Aujourd'hui, c'est un service qui va être de plus en plus difficile de vendre, en tout cas au prix, au tarif où nous le vendions, il me semble. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Oui. Dernier mot pour conclure, Martial. Ah, encore une question. Encore deux questions, pardon. Juste, en fait, Emmanuel Hoffman, j'ai la double casquette avocat et député, et comme j'entendais intelligence artificielle, je suis co-rapporteur d'une mission d'information à l'Assemblée sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les entreprises, justement sur toutes les branches, et notamment la branche juridique, la branche des avocats, qui sera rendue à la fin du mois de juin. Et déjà, on ressent que, en tout cas pour les avocats, c'est un outil, l'intelligence artificielle, et lorsqu'on écoute les différentes branches, ce qui va être fondamental avec l'intelligence artificielle, ça va être le prompt, et évidemment ensuite l'analyse qui sera faite. Donc moi je pense qu'il faut, évidemment qu'on doit se faire un petit peu peur, mais pas tant que ça, on ne sera pas remplacé. On va éviter certaines tâches évidemment qui seront peu intéressantes, mais si on n'a pas le bon prompt et la bonne analyse, les directions juridiques vont évidemment fuir ces avocats qui ne feront que du copier-coller de ChatGPT. Et il faut faire attention à ChatGPT et aux sources. Donc voilà, soyons optimistes et positifs. Ça dit une accélération de l'accès aux sources, comme il y en a eu déjà dans le passé, il y a 30 ans, quand il y a eu les microfiches. C'est juste un outil supplémentaire. Oui, vous avez tout à fait raison, Madame le député. Il y a une dernière question. Bonjour, Pauline Bouchélier. Alors, j'étais très intéressée par tout ce débat. Moi, je travaille pour un établissement public de l'État, la Société des grands projets, et donc je passe par des marchés publics. Donc la question de l'intelligence artificielle, je suis en train de la traiter, de m'interroger comment est-ce que dans mon cahier des charges, je vais introduire cette question. Et finalement, avec mon codir, on a tranché, donc c'était plutôt pour partager, en se disant on part sur un marché de 4 ans, et donc d'ici 4 ans, énormément de choses vont changer. On ne peut pas tout prédire. Et donc, nous, la question qu'on se pose en tant que client des cabinets d'avocats, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle, notamment justement l'IA générative, va permettre peut-être de produire plus. Et donc, est-ce qu'on ne va pas payer un peu trop cher nos forfaits ? C'est la question qu'on se pose, parce qu'il nécessiterait éventuellement moins de temps, parce qu'on trouverait l'information plus vite. Excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. Pour une fois, c'est pas moi. Oui, alors les forfaits, encore une fois, c'est adapté, c'est pour ça que de généraliser, tout n'est pas au forfait, il y a certaines missions qui sont valables pour le forfait, d'autres pas du tout. On a parlé du M&A, on a parlé du contentieux, etc. Donc le forfait en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, en général, c'est plutôt des rôles et des tâches répétitives, le forfait, donc quelque chose d'assez prévisible. Donc oui, si vous êtes côté client, vous allez dire il faut peut-être que je réduise mon forfait. Bon, côté avocat, il se dira peut-être ça augmentera ma marge. Bon, on n'en est pas encore au niveau où ce soit systématiquement, aujourd'hui chez nous, en tout cas on essaie de faire des avocats dits augmentés, c'est-à-dire pas des gens qui utilisent l'intelligence artificielle comme un outil, elle est déjà présente partout. Comme vous savez, tous les fournisseurs des LexisNexis, à Doctrine et autres, Génial, etc., fournissent des tas de systèmes, on les teste tous, on essaye, on regarde, on fait venir nos experts, on arrive encore à battre les systèmes qui ne sont pas au point, donc on n'encourage pas nos juniors, on ne les laisse même pas en fait répondre en se servant de l'intelligence artificielle. Et oui, c'est un outil qui va nous faire gagner du temps. Aujourd'hui, ça nous fait surtout gagner du temps, c'est comme ça qu'on l'utilise en interne. On a déployé Copilot au niveau mondial, donc ça donne effectivement des tas d'aides, mais c'est plutôt des aides à la productivité, à l'efficacité. C'est pas encore sur le fond du droit, c'est pas encore là pour remplacer la valeur ajoutée de l'avocat. Si on se considère concurrent de ChatGPT en tant qu'avocat, c'est qu'il y a un petit souci, à mon avis, dans le service.
Je voulais juste ajouter que pour moi, le forfait n'est pas forcément incompatible avec les contentieux, parce qu'on en discutait à l'instant, par phase. Enfin, on arrive à anticiper les phases. Moi, j'ai fait beaucoup d'arbitrages internationaux dans ma vie passée, et effectivement, on arrivait assez facilement à découper par phase. Et il y a un système dont on n'a pas encore parlé, et que moi, personnellement, je trouve assez vertueux en contentieux, c'est le système de pain and gain share. Alors que je n'ai pas pratiqué en contentieux en France, mais j'ai pratiqué à l'international, notamment en arbitrage, qui consiste en fait à avoir des forfaits et à avoir un système de prime au succès, et à l'inverse de discount en cas d'échec, qui est assez, et qui là rejoint la notion de partenaire pour moi. L'avocat qui est partenaire, il accepte aussi de prendre une part de risque. Merci. Il y a un problème de déontologie en France avec ça. On n'y est pas Oui, c'est oui, c'est partiellement autorisé. Oui. Ça fait partie aussi des marronniers que j'adore. À quand l'honoraire de résultat? Il existe. Bah oui, il existe, oui, mais. Monsieur Bull, est-ce que je vous laisse conclure cette table ronde parce qu'on est un petit peu en retard et je pense que. Merci à tous nos pénalistes, merci Valérie d'avoir animé cette table et merci à notre auditoire, merci pour les questions. Une fois, on peut continuer ces échanges. C'est évidemment passionnant, mais je crois que vous l'avez compris, le message que l'on, finalement, sans être concerté en amont de cette table ronde, c'est de partager avec vous le fait qu'il y a ce débat, de savoir qui a longtemps, enfin, notamment à l'occasion du legal privilège dont on parlait tout à l'heure, opposé certains avocats, notamment les barreaux de province. Eric, si tu veux une liste des avocats ne pas prendre à Montauban, j'ai une liste. On ne devrait jamais quitter Montauban. Tous ceux qui se sont opposés au legal privilège, par exemple, blague à part, je crois qu'on a besoin des avocats, comme les avocats ont besoin des directions juridiques, évidemment, parce que nous sommes un client, évidemment que nous sommes une source de revenus pour les avocats, mais pas que. Parce que moi, je crois profondément à cette association sur des objectifs communs qu'on va chercher au service de nos entreprises. Et c'est ça qu'on va chercher pour les avocats d'affaires. Et on en parlait avec Eric tout à l'heure, juste avant cette table ronde. Il faut que vous ayez tous en tête que plus une direction juridique est puissante dans une entreprise, plus ses budgets augmentent. 30% de cette croissance budgétaire retourne aux avocats. Donc c'est l'intérêt de tout le monde, c'est l'intérêt de la place du droit à Paris et en province, mais c'est l'intérêt de tout le monde que cette fonction, ces interactions permanentes entre cabinets d'avocats et direction juridique fonctionnent. Je crois qu'on a à peu près tout dit, on n'a pas trop insisté sur les honoraires. Je vais faire juste une petite anecdote. Très longtemps, un cabinet anglo-saxon sur la place de Paris, qui est très puissant, très gros. Je travaillais avec eux parce que leur associé concurrence était pour moi le meilleur avocat concurrence de la place. Et je l'avais eu en face de moi pendant des années quand j'étais chez Orange. Première décision quand je suis allé chez Direct Energy, j'ai dit viens bosser avec moi parce que toi tu sais ouvrir un marché, j'ai besoin de toi pour ouvrir un marché. Et on a bossé 15 ans ensemble au final. Et il était associé de ce cabinet et moi ça me coûtait très cher. Je n'avais pas d'argent, j'étais dans une start-up et chaque fois qu'il m'envoyait une facture, je saignais. Vraiment, c'était compliqué pour moi d'aller voir mon patron pour lui dire je fais une facture, il faut la payer, c'est compliqué. Et un jour, il me dit, viens, on fait une réunion avec les clients du cabinet, on a notre managing partner monde américain qui vient rencontrer nos clients. À Paris, on fait ça. Et là, il commence à parler d'une marque low cost, avec une espèce d'arrogance américaine pour les petites entreprises françaises, en se disant que leur marque pouvait être une marque low cost pour les clients qui n'avaient pas d'argent. Alors là, je me suis senti visé. Vous n'imaginez pas à quel point je me suis senti presque insulté. Et du coup, je lui ai dit ce que j'en pensais de sa marque low cost, il a bien compris qu'il pouvait se travailler avec, et que moi je n'étais dans ce cabinet non pas pour la marque, c'est vraiment en écho à ce que disait Eric tout à l'heure, non pas pour la marque, mais parce que j'avais une relation avec cette société-là, à tel point que quand il a quitté le cabinet, j'ai suivi ce cabinet. J'ai suivi cet avocat-là. Vous voyez, donc cette notion de low cost, je pense que l'argent, encore une fois, si tout est discuté en amont, si ça tient les budgets, et si les avocats s'associent, peu importe la forme, la négociation, tant que tout le monde s'y retrouve, et moi j'aime beaucoup l'idée que l'avocat prenne une partie du risque avec nous, ça aussi c'est du partenariat. Si on arrive à faire ça, croyez-moi, tout le monde s'y retrouvera et le marché fonctionnera très bien.